Salut les amis et bienvenue donc dans cette deuxième vidéo de ce podcast de cette saison numéro 1 où nous allons parler donc de comment trouver la meilleure idée pour votre entreprise. Alors c'est une question qui revient souvent parce que j'entends beaucoup de personnes dire ah oui je vais lancer une entreprise mais j'ai besoin de trouver l'idée qui va on va dire la bonne idée qui va révolutionner le monde et tout. On va en parler dans cette vidéo, on va en parler pendant 3 phases donc on verra tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais vous demander si vous connaissez l'histoire plutôt, d'un jeune homme, il y a, je pense maintenant bientôt 20 ans, 22 ans je crois, c'est en 2004, qui a créé un site web qui permettait à lui et ses camarades de classe de s'échanger des fichiers. Donc c'était juste ça, les professeurs finissaient de donner des cours sur les clés, les documents se partageaient dans la classe étaient un peu dispersés. Donc il a créé un site web où vraiment c'était centralisé, les gens s'envoyaient cela de manière simple. Après c'était tellement bon que ça a été utilisé dans les autres classes de la même université. Après c'est sorti, ça allait dans les autres universités. Et c'était tellement bien puisqu'on rajoutait des fonctionnalités que maintenant on a commencé par l'utiliser même dans le pays par des personnes lambda. Et aujourd'hui on l'utilise dans le monde entier. Je veux parler de Facebook. Ce que je veux dire par là c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de meilleure idée. D'accord? La meilleure idée, c'est une idée qui répond à un besoin que vivent des milliers de personnes, des millions de personnes. Et souvent, vous pouvez juste vous concentrer sur vous-même. Regardez le matin quand vous vous levez, quel problème vous avez. Le simple fait qu'on vit dans un monde aujourd'hui, se réveiller même un problème, ça peut être une idée d'entreprise. Comment vous faites pour que les gens se réveillent à l'heure, pour que les gens se réveiller avec le sourire au visage, j'ai envie de dire, ou etc. Vous vous levez, c'est difficile de se lever. Vous allez vous laver, brosser les dents, vous habiller, trouver un taxi, ou soit le bus, aller en tout cas à l'école ou au travail. Après, la route n'est pas bonne, il y a des trous sur la route. Quand vous allez au restaurant pour manger, c'est ceci. Bref, quand vous regardez toute votre journée, vous vivez des problèmes. Vous allez à la banque, il y a la file d'attente. Vous allez dans une clinique, il y a la file d'attente, etc., etc. On vit des problèmes tous les jours. La meilleure idée, c'est l'idée qui vient résoudre un problème que vivent des milliers ou des millions de personnes. Pas la peine d'aller chercher une idée innovante, quoi. Il ne faut pas confondre le problème à résoudre et la solution. C'est deux choses différentes. Donc, l'idée en réalité, c'est de trouver un problème, une épine que beaucoup de personnes vivent. Et là, vous avez la meilleure idée. Et quand vous avez cela, c'était la première phase. Donc, on va voir la deuxième phase de comment adresser. On verra la troisième ensuite. Donc, quand vous avez maintenant trouvé votre idée ou le problème que vous voulez résoudre en réalité, la deuxième phase maintenant, c'est une phase de validation. Donc, comment on va valider cela? Alors, ce problème, il faut que vous puissiez vivre ce problème. Alors, je vais prendre l'exemple, peut-être restons sur le problème du trou que vous avez sur la route pour aller au travail ou à l'école. Vous devez vivre ce problème pour comprendre en fait quel est réellement le problème, quel est réellement le besoin. Vous vivez ce problème, vous passez dans le trou, qu'est-ce que ça vous crée comme sentiment? Qu'est-ce que ça vous fait? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, n'allez pas adresser un problème que vous-même, vous n'avez pas vécu. Si vous n'avez pas vécu, allez vivre l'expérience de vivre ce problème-là. Ensuite, quand vous avez fait ça maintenant, vous sortez de votre petite personne, vous allez faire une sorte d'enquête. Des gens qui vivent aussi ce problème-là, donc là, le trou en l'occurrence, vous allez commencer par discuter avec des gens, peut-être les chauffeurs de taxi, les autres usagers de la route, les gens du quartier qui passent par la route pour dire, mais voilà, il y a tel trou là, à tel endroit, comment vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez? Et vous faites cette enquête-là avec ce qu'on appelle les questions ouvertes. C'est pas, est-ce que tu aimes le trou? Oui, non. C'est pas des questions oui, non. C'est des questions qui font que les gens parlent, les gens s'ouvrent. Et donc, en écoutant plusieurs personnes parler de ce problème, ça vous permet de valider qu'il y a effectivement un problème et de commencer par plus ou moins envisager les pistes de solutions pour résoudre ce problème-là. Et c'est important. Il ne faut pas rester dans son coin pour imaginer des choses et dire oui, ça y est, j'ai la solution. Non. C'est important. Quand vous avez fait cette enquête, vous avez une troisième, astuce ou outil, voilà, alors appelons-la ça outil, qu'on appelle l'Empathy Map. Alors l'Empathy Map, c'est
moi, j'aime parce que je pense qu'il faut créer des solutions qui viennent s'insérer dans le quotidien des gens. Et non dire, oui, voilà, moi j'ai créé une solution, tu avais l'habitude de faire telle chose, désormais commence par faire ça. Je pense que le meilleur moyen, c'est de venir s'insérer dans la vie des gens. Donc l'empathie map va vous permettre quoi? En gros, l'empathie map, c'est de chercher justement cette personne avec qui vous avez fait vos enquêtes, de leur dire, mais écoute, est-ce que tu peux me raconter ta journée? Comment ça se passe souvent? Ils vont te dire, oui, le matin, je me lève, je me brosse, après, je fais ceci, après, je fais cela, je prends la voiture, je m'en vais là, après ceci. Donc, on va vous raconter toute la journée. Et le moment où vit le problème, vous allez voir à ce moment-là, quels sont les trucs qui tournent tout autour. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, pour qu'au finish, en rajoutant vous votre solution, cela ne lui demande pas de remettre en cause sa vie. Donc, ça fait que votre solution vient en fait entrer dans sa vie de manière vraiment très light, pas lui demander de revoir telle chose, de changer ceci, de changer cela, non. Et c'est là où ça va être important. Quand vous avez fait l'empathie map, vous allez maintenant commencer par travailler on va dire, commencez par chercher des solutions. Donc ça, vous allez aussi faire, on emploie différents termes, hein. Ça peut être design thinking, ça peut être des workshops, plein de choses, mais l'idée étant qu'avec ces personnes-là, que vous commencez par esquisser une solution. Ah mais tiens, si on met une solution, un truc qui va venir qui fait ça, ah, si on fait ceci, on fait cela, qu'est-ce que vous pensez? Ainsi de suite. Vous pouvez même dessiner sur du papier pour dire voilà, comme ça, ainsi de suite. Et vous recueillez les feedbacks avec ces personnes-là. Donc vous réfléchissez à justement cette solution qui va venir s'insérer dans la solution, dans la vie des gens de manière vraiment très simple. Et ça, c'est important. Quand vous avez fait ce travail, il faut aussi faire ce qu'on va dire, alors déterminer tout ce qu'on va appeler les alternatives. En fait, les alternatives, on peut dire que c'est vos concurrents directs et indirects. Donc, direct, ça veut dire les gens qui font exactement la même chose que vous. Donc, dans le cas du trou, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui te propose une solution par rapport au trou. Vous allez avoir les concurrents indirects. En réalité, les concurrents indirects, c'est qu'est-ce que les gens font quand ils ne vont pas utiliser vos solutions. J'entends aussi souvent beaucoup les gens dire « Oui, j'ai lancé une entreprise, en fait, je n'ai pas de concurrent. » Ce n'est pas vrai. Peut-être que vous n'avez pas de concurrent direct, et même ça, même c'est souvent pas vrai. Ou si vous n'en avez pas, je peux vous assurer que quand vous allez lancer, dans les mois qui suivront, vous allez avoir des concurrents directs. Mais vous avez toujours des concurrents indirects, toujours. Donc là, par exemple, ici, pour le trou, une alternative ou un concurrent indirect serait de dire « Ah mais tiens, en fait, les gens, quand ils viennent, ils évitent juste le trou. » Ou soit ils prennent la voie à gauche ou la voie à droite, ou qu'ils ne prennent même pas du tout cette route-là. Donc ça, c'est des alternatives. Parce que votre solution, quand vous allez l'apporter, il faut qu'elle soit compétitive aux alternatives. Donc vous devez connaître ces alternatives-là pour savoir comment vous positionner et ainsi de suite. Donc voilà un peu. Donc après avoir parlé de comment trouver la meilleure idée, là on a parlé de comment valider cette idée. On va voir en troisième phase maintenant comment structurer cette idée-là. Alors, pour la structurer, vous avez aussi plusieurs outils. Donc, la première des choses, c'est, appelons ça le pitch. De manière générale, on va voir ce qu'on appelle alors, pour pitcher, c'est présenter, on va dire, donc, votre idée quand vous discutez avec quelqu'un. Vous devez avoir deux types de présentation. Donc, vous avez une présentation qui vous permet en 2-3 phrases de dire voilà, c'est une solution qui s'adresse à tant, qui fait telle chose, qui résout tel problème, qui coûte tant. Pour l'utiliser, on fait ça. Simple. Vous pouvez pouvoir le dire en 2-3 phrases. Après ça, vous avez la présentation en 7 mots. Si votre projet, vous le maîtrisez, vous devez pouvoir dire je fais telle chose en 7 mots. 1, 2, 3, 4, 7 mots. Travailler, ça vient toujours. Au début, c'est difficile, mais quand vous maîtrisez votre projet, vous finissez par trouver les 7 mots qui permettent de présenter votre projet en tout simple. À côté de ça, vous avez ce qu'on va appeler le high level pitch. Le high level concept, plutôt, ça va être de présenter votre projet par rapport à une solution qui est déjà connue. Par exemple, Instagram peut dire que je suis le Facebook des photos. YouTube, je suis le Facebook des vidéos. Vous voyez un peu, ou soit Paydounia, je suis le PayPal de l'Afrique, ainsi de suite. Donc, c'est de présenter votre projet par rapport à un projet qui, lui, est déjà connu. Donc, voilà un peu. Le dernier point, alors je l'ai mis en dernier, mais en réalité, c'est le premier point à faire, parce que je voulais prendre un peu plus de temps pour l'expliquer,
c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc ça, c'est vraiment, quand vous avez fini de valider votre solution, la première des choses à faire, c'est de définir votre proposition de valeur. Alors, il y a une différence entre solution et proposition de valeur. Je vais prendre peut-être l'exemple peut-être des réseaux télécoms. Alors, on va dire, chez Orange, MTN, Airtel, tout ce que vous voulez, la solution, c'est un réseau de télécommunications qui est constitué de BTS, de connecteurs, de switches, de routeurs et qui propose des services de voix, SMS, données, et ainsi de suite pour échanger donc avec différentes personnes d'un point A à un point B. Donc ça, c'est la solution. En fait, la solution est un peu technique. Mais à côté, vous avez la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est comment vous venez changer la vie de quelqu'un. Donc, vous êtes venu, j'étais là, je vivais ma vie tranquille. Qu'est-ce que vous avez apporté en plus? C'est ça la proposition de valeur. La proposition de valeur, elle reste concentrée sur ce que vous apportez et non sur techniquement qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut télécharger une application, est-ce qu'il faut ceci, c'est pas cela. Donc, si, par exemple, si j'aurais su les opérateurs telco, la proposition de valeur peut être de dire restez en contact avec votre famille, amis, parents, peu importe où est-ce que vous êtes et peu importe où est-ce qu'ils sont. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que désormais, je suis ici actuellement au studio, j'ai envie de savoir, ou bien j'ai envie de discuter avec mon père ou avec ma mère ou quelqu'un. Je prends juste le téléphone, j'appelle, tac, je discute, c'est fini. Alors qu'en temps normal, il aurait fallu sortir, prendre un taxi, faire ceci, faire cela, ainsi de suite. Donc, vous me faites gagner du temps. Et c'est ça la proposition de valeur. Donc, les réseaux sociaux, souvent, c'est quoi la proposition de valeur? On a dit partagez vos émotions, partagez vos beaux moments, partagez vos sentiments, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Et c'est effectivement ça. Quand on publie sur ces statuts ou les réseaux sociaux, c'est parce qu'on veut montrer aux autres, tiens, voilà ce qui se passe dans ma vie actuellement. Donc, c'est ça la proposition de valeur. Mais on ne dit pas la solution technique. Donc, voilà un peu cela. Maintenant, on va voir la troisième partie donc, de cette vidéo où on va parler donc on a vu l'idée, la validation, là on est toujours dans la structuration. Donc, dans cette structuration, après avoir parlé donc, de tout ce qui tourne autour du pitch, on va voir maintenant, pour moi, le plus important, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui fait que votre idée est la meilleure idée? Voilà. C'est là où on va répondre à cette question-là. En réalité, la meilleure idée, c'est celle qui répond à la question de la taille de marché. Parce que vous lancez une entreprise, vous devez avoir une entreprise qui est viable. Viable, ça sous-entend qu'il va pouvoir avoir des clients, générer du revenu et payer, donc supporter ses engagements avec ses employés, ses clients, les administrations. Donc, si vous n'êtes pas capable d'atteindre ce qu'on va appeler générer du revenu, des équilibres, etc., ce n'est pas la peine. Et donc, tout ce qui va déterminer, qui va vous permettre de savoir cela, c'est la taille de marché. Alors, la taille de marché, moi, je vais la définir en supposant qu'elle a 3 critères. Technique, financier, administratif. Reprenons l'exemple du trou dans la chaussée. Alors, à ce moment-là, pour le trou, on va dire, c'est quoi les conditions? Parce que la taille de marché, c'est de définir les conditions qui font que je peux m'adresser à quelqu'un. Donc, c'est les critères en fait, qui permettent de qualifier ou d'éliminer des potentiels clients ou pas. Donc, techniquement parlant, pour utiliser ma solution, je vais dire, il faut que tu aies une voiture, par exemple. Ou soit, il faut que tu sois dans le quartier, il faut que tu aies tel et tel. Bref, il y aura des conditions qu'on va dire qui font que je suis éliminé ou que je sois dans la taille de marché. Donc, il y a des conditions techniques. Après, vous allez avoir des conditions financières parce que je suppose que mon logiciel, il n'est pas gratuit. Ou s'il est gratuit, c'est que je pense à rémunérer autrement, donc il faut que je sache. Mais en tout cas, les conditions financières doivent être définies. Si c'est gratuit ou payant, il faut que je sache. Si je fais quelque chose où je dis que tu dois payer 1000 francs par jour, je n'aurai pas le même nombre de clients que si je dis que c'est 100 francs par jour. Donc, en fonction de ça, je vais avoir une taille de marché. Je vais dire que, mais finalement, le truc de trou, là, c'est toutes les personnes du quartier. Ou bien non, je commence en fait par dire, quand je suis sur les conditions techniques, je dis oui, en fait, c'est toutes les personnes qui sont dans la ville. Alors qu'en réalité, tout le monde va passer par la route. Donc, conditions techniques, je dis, c'est les gens du quartier, ça diminue. Après, je dis, en fait, il faut d'abord aussi, moi, je ne vais m'adresser qu'à ceux qui ont des voitures. Donc, ça élimine ceux qui prennent le taxi ou ceux qui n'ont pas de voiture.
Ça diminue encore. Je dis, pour l'utiliser, il faut payer 100 francs par jour. Ça diminue encore. Donc, conditions financières. Et je vais avoir maintenant les dernières conditions qui sont les conditions administratives. Je ne sais pas, peut-être que je vais dire, il faut avoir un permis de conduire, par exemple, ou soit qu'il faut, je ne sais pas, une autorisation, ou etc. Donc, ça va encore diminuer ma taille de marché. Et c'est ça. Donc, la taille de marché, c'est important de l'estimer et de l'estimer de manière réaliste. Parce que souvent, quand on estime la taille de marché, on abuse. On va dire, ouais, c'est tous les habitants de la ville. C'est pas vrai. Il faut toujours creuser pour estimer réellement quelle est la vraie taille de marché. Et quand on a fait cette taille de marché, le prochain travail, c'est d'estimer la taille de marché adressable, ou on va dire plutôt, alors non, ça c'est la taille de marché adressable, mais vous avez la taille de marché atteignable. Moi, j'utilise souvent une formule très simple. Quand vous avez votre taille de marché, que vous avez supposé que vous avez peut-être, je dis, peut-être 2 concurrents, vous avez supposé que chacun d'entre vous aura très bien travaillé et aura chacun un tiers. Ça veut dire que, supposons que quand j'ai fait mes tailles de marché, finalement j'ai 10 000 personnes. 10 000 personnes, un tiers, ça fait 33 300 plutôt personnes. Donc, je savais que je dois faire mon travail, mes calculs, mes simulations en supposant que je suis de boss, bien je vais avoir 3300 personnes. Mais pour faire un truc qui est réaliste, je vais dire, on ne sait jamais, au lieu de que je vais avoir un tiers, je suppose que je vais atteindre la moitié de moi, mes parts que je peux atteindre. Donc, je vais faire 3300 divisé par 2, je ne sais pas. Ça va faire 1600 quelque chose. Je vais arrondir à 1600. Donc, je vais me concentrer, faire un business plan qui va être basé sur 1600 personnes. Vous voyez un peu. Et c'est important d'avoir ce raisonnement. Si sur base de ça, je vois que mon business peut être viable, là maintenant, je dis, OK, j'aime la meilleure idée. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, on est au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser des commentaires. Vous pouvez rejoindre aussi le groupe WhatsApp ou demander un entretien, un coaching plutôt en one-to-one avec notre partenaire Entourage. Je vous mets tous ces liens dans la description. Merci beaucoup.